Bon, donc je vais vous présenter quelques concepts de Relictool intégré dans KDS. L'idée de base reste la même. On a besoin d'un projet, d'un KDS 3, et à l'intérieur de ce projet, on pourra rajouter des modèles magnétiques. Donc pour faire cela, il suffit d'aller sur le nœud du projet, sur le répertoire du projet où on veut rajouter le modèle. Et ensuite, on peut faire New Model. Et dans les catégories, donc il y a ce dialogue qui s'affiche. Et il y a trois catégories en ce moment dans KDS. Et pour faire un modèle magnétique, il faut aller dans la catégorie magnétique et choisir un type de modèle à base de réseau de réluctance. Donc je vais choisir Reluctance Network Model. Il y en a plusieurs types, donc il y a trois types au total ici. Donc des modèles à base de réseau de réluctance. On peut faire des modèles des matériaux magnétiques, c'est le deuxième type, et des modèles de machines tournantes. Donc on a un outil ici qu'on va voir qui va nous permettre de créer des rotors de machines. Ok, donc je commence par le premier type de modèle, modèle à base de réseau de réluctance. Je fais Next. Je donne un nom à ce modèle, donc je vais dire test 01, finish. Et donc dans mon projet, j'ai un nouveau modèle test 01 et j'ai un espace, de l'éditeur qui va me permettre de construire des réseaux de réluctance. Dans cette partie à droite, j'ai une palette qui me permet de faire des drag and drop des différents composants dans mon espace d'édition des modèles réluctants. Donc pour faire un cas test simple, je vous propose de prendre une réluctance d'entrefer, donc une réluctance de l'air. D'accord. On peut faire du zoom. Et on la connecte avec une source d'Ampère-Tour. On peut faire tourner les composants. Voilà. Et on peut les connecter. Donc celui-ci, c'est un circuit, on va dire fermé, un circuit complet qu'on peut ensuite, je peux aller l'ouvrir dans la calculette, par exemple. Je peux faire compute sur ce modèle. Et la calculette va m'afficher les variables d'entrée et les variables sortie. Donc j'ai 4 variables d'entrée et plusieurs variables sorties. Donc ce qui est intéressant, c'est que au niveau de sortie, on retrouve les noms de composants de mon circuit. Donc on avait un composant qui s'appelait RL001 et un composant qui s'appelait SRC001. Et on voit sous forme d'arbre tous les paramètres qui sont définis dans ces composants. Donc pour la réluctance de l'air, on a l'induction, on a la coénergie, l'énergie, le flux et la réluctance. Pour la source d'Ampère-Tour, on a simplement la valeur des Ampère-Tour, donc le produit ENI. En ce qui concerne les entrées, on a I, donc le courant pour la source d'Ampère-Tour, N, c'est le nombre de tours pour la source d'Ampère-Tour, L et S sont des variables pour la réluctance de l'air. Donc ensuite, on peut donner ici des valeurs pour ces variables. Et on peut faire un calcul de ce circuit.
Voici les valeurs de chaque variable sortie de ce circuit. Ce que je ne vous ai pas montré dans le circuit, on peut paramétrer différemment ces composants. Par exemple, la réluctance de l'air, la formule pour le paramètre L, c'est simplement L, mais ici on a le droit de la paramétrer différemment. Donc je vais dire L0 S0. Et pour la source d'aperture, je peux dire I0 N0. Normalement, ce que je retrouve dans cette colonne de ce dialogue sont des variables d'entrée, mon modèle. Donc, pour pouvoir faire un calcul de ce circuit réluctant, il va falloir initialiser les valeurs de I0 et N0. Et pareil pour la réluctance d'entrefer, il va falloir initialiser L0, S0. Donc, si j'ouvre maintenant dans la calculette ce nouveau circuit, donc je dis nouveau parce qu'il y a un nouveau paramétrage, je vais me retrouver avec 4 variables d'entrée qui sont I0, N0, L0 et S0. Voilà. Bon. Ensuite, on a aussi là, donc on a regardé dans la calculette les sorties de chaque composant. Il faut savoir qu'on peut, par exemple, masquer certaines sorties, disons qu'elles ne sont pas intéressantes pour notre design. Par exemple, dans ce cas test, je propose de masquer toutes les énergies, donc l'énergie de la, en fait pas toutes les énergies, l'énergie de la réluctance d'entrefer, donc l'énergie et la coénergie. Disons qu'on se met dans le scénario où ces deux variables sorties ne sont pas intéressantes pour mon design. Donc pour faire cela, je vais sur le composant où je veux masquer ces variables sorties. Et au niveau de la coénergie, je vais dire qu'elle est hidden. D'accord, je coche en fait cette case à cocher correspondante à la colonne 3. Et je coche aussi l'énergie. Je rouvre le modèle dans la calculette, je fais compute. Et normalement, ces deux variables sorties de mon circuit ne devront plus apparaître au niveau du composant RL001. Donc, il n'y a plus d'énergie et de coénergie. Donc, dans ce circuit, et grâce à ces dialogues, on a la possibilité d'être sélectif sur les sorties. Un autre aspect, c'est que peut-être vous avez remarqué que là, on a hidden aussi du côté de paramètres mon modèle. Donc, vous avez peut-être bien identifié deux tableaux ici. C'est un tableau correspondant aux paramètres du modèle et un tableau correspondant aux sorties. Du côté paramètres, on a aussi la possibilité d'être hidden ou pas hidden. C'est-à-dire, on peut annuler la visibilité de paramètres. Donc, par exemple, dans l'état par défaut d'un composant, qu'on fait drag and drop de la palette, tous les paramètres d'entrée, toutes les entrées du composant sont hidden. Si je désactive, si je fais par exemple le paramètre L visible, d'accord, dans la liste de sortie de mon modèle dans la calculette, j'aurai aussi la variable L. D'accord. Donc sa valeur est initialisée avec L0, mais il ne faut pas oublier que RL001 a aussi deux variables, une qui s'appelle L et une qui s'appelle S. Donc, je reviens, j'ai fait que le paramètre L soit visible ici. OK, j'enregistre et quand j'ouvre ce modèle dans la calculette, j'aurai aussi dans la liste de sortie de mon composant RL aussi le paramètre L qui bien évidemment prend la valeur de L0 parce que c'est ça la formule
RL001.L égale L0. Donc, si j'initialise le modèle, la valeur de ce paramètre est égale à L0. C'est égal à 20. Donc, si je fais compute, c'est égal à 20. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que dans la palette, on a différents types de composants. Donc, on a des aimants. Ça, c'est un aimant. On a des réluctances de matériaux magnétiques. Ça, c'est une réluctance d'un matériau magnétique qui n'est pas saturable. Donc, on le paramètre avec un L, un S et la constante μr du matériau. On a un composant magnétique, une réluctance d'un composant magnétique saturable. Donc, ce composant, le paramètre par plusieurs paramètres qui vont qui vont définir la courbe B de H du matériau d'un matériau. On a des réluctances, on a des sources d'imperture sinusoïdaux. Oui. Mylène a une question. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des calculs de perte, c'est du Steinmetz classique qui est utilisé. Oui, il y a un modèle, ça c'est le modèle, il y a aussi un modèle de perte dans ce composant, c'est le modèle de perte de Bertotti. Okay. D'accord, donc les pertes sont paramétrées par ces coefficients KC, KE, KH et par la fréquence. D'accord. On a aussi un composant magnétique saturable, donc qui veut en entrer en fait un modèle de matériau. Donc on peut associer, donc, dans ce dialogue de paramétrage du composant, on a la possibilité de paramétrer le matériau de ce composant par un modèle d'un projet CADES. Donc ici, on a la possibilité de faire browse et choisir le modèle de matériau qui réside dans un projet. Donc source d'imperture sinusoïdale. On a des sources d'imperture définies par la densité de courant. Donc c'est la densité de courant et la surface. Donc c'est une sorte de source d'imperture NI, mais définie autrement par la densité de courant. On a une réluctance circulaire de l'air. Cette réluctance circulaire de l'air se paramètre par rayon externe, rayon interne en longueur et en angle. Donc il faut penser à ce cylindre creux. Et par ce cylindre, il y a le flux qui... par le mur de ce cylindre, il y a le flux qui circule tel que vous le voyez avec la flèche sur ce composant. Il y a un composant antipériodique. Donc, par exemple, on veut modéliser, on a un circuit qui est symétrique. Et donc, on veut modéliser que la moitié du circuit. Et pour cela, on a besoin de faire appel souvent à des composants antipériodiques. On a d'autres sources d'imperture, donc par exemple celui-là c'est un composant qui modélise une bobine circulaire, et celui-là c'est une bobine rectangulaire. Et le modèle se paramètre par exemple coefficient remplissage, rayon, épaisseur du cuivre, la résistivité du cuivre, etc. Nombre de tours courants. Bon, c'est un peu ça la palette.
Comment je pourrais continuer donc je vais enlever tous ces composants là qui ne sont pas connectés. Je vais sélectionner ce circuit, pardon. Ok. Je vais vous créer un deuxième modèle magnétique et là je vais vous montrer comment créer un macro. Donc je vais vous présenter qu'est-ce que c'est un macro et comment l'utiliser dans un circuit magnétique complet. Donc j'ouvre le dialogue du modèle, je me mets dans la catégorie magnétique, je choisis un composant, un modèle à base de réseau de réluctance. Je vais l'appeler macro 01. Finish. Donc il y a l'éditeur qui est ouvert, donc c'est un circuit vide. Et pour pouvoir créer un macro, il faut que je me positionne dans ce toolbar là, il y a un bouton qui s'appelle macro. Il faut juste que je l'active. Et en activant cela, je me mets en mode d'édition macro. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un espace limité pour pouvoir construire un circuit réluctant. Et donc, ce rectangle que vous voyez à l'écran, c'est en fait les bords de mon macro. Qu'est-ce que c'est un macro? Un macro, c'est un circuit incomplet. Donc, un circuit qui n'est pas fermé, qui est censé être utilisé plus tard dans un circuit complet plusieurs fois. D'accord? Donc au lieu de faire de construire un circuit complet où il y a plusieurs répétitions d'un groupe de composants, on peut plus facilement créer un macro et utiliser ce macro plusieurs fois. Créer une sorte de sous-modèle. Donc, je vous propose comme cas test deux réluctances en parallèle. Donc ça c'est une réluctance, celle-là c'est une réluctance. Je les mets en parallèle. D'accord. Et maintenant il faut définir les connexions avec l'extérieur. Donc pour cela, il suffit de, par exemple ici je vais insérer un nœud de connexion. Je vais partir de ce nœud-là et je vais me mettre sur le bord du macro. Donc, vous voyez que là, il y a un élément, un pointillé qui s'est affiché qui m'indique que si je fais drop de ce composant-là, il y aura un port qui va se mettre. Donc, si je clique, il y aura un port de connexion avec l'extérieur. D'accord? De la même façon, je fais de l'autre côté. Donc, je peux me positionner partout sur le bord de mon macro. Et donc, si je clique, il y a le port, le deuxième port de connexion. Je peux redimensionner cette fenêtre du macro. D'accord. Et je crois que je vous ai pas dit, on peut aussi renommer les composants. Donc si je clique sur RL, je peux l'appeler A001, A01 et LN01. Et le port, pareil, je peux le renommer. Donc ça sera port P01 et P02. P02. Voilà. Donc ça c'est mon circuit macro. Bon. Maintenant, donc on a défini dans ce macro, on dit que donc il faut qu'on regarde aussi le paramétrage de chaque composant. Donc par exemple, mes paramètres d'entrée sont paramétrés par défaut avec LS pour le composant, pour la réluctance de l'air.
Donc je peux encore changer ici la valeur de ce paramétrage. Et pareil pour le composant LN01. Maintenant, passons à l'utilisation de ce macro. Donc je vais prendre le circuit précédent, donc test 01. Je vais enlever, je vais dire qu'à la place de ce composant réluctance linéaire de l'air, réluctance de l'air, je veux placer mon macro. Donc je prends mon macro, je fais drag and drop dans l'espace, dans cet espace de l'éditeur, et l'éditeur m'affiche en fait le macro avec sa vue originale. D'accord? Et c'est une vue vectorielle, hein, donc même si on fait zoom, la qualité de l'image du macro se préserve. Et je vais ensuite connecter ma source d'Aperture à ce macro. Et comme ça, j'ai fermé le circuit. Bien évidemment, on a la possibilité de faire copier-coller. Normalement, on définit des macros quand on veut utiliser plusieurs fois le même groupe de composants. Là encore, j'ai la possibilité de paramétrer, de reparamétrer mon composant. Donc, en fait, il faut que je paramètre mon composant, il faut que je définisse les valeurs paramètres L, mu-R et S. Donc, pour L, je vais dire L0. Pour mu-R, je vais dire mu-R0. Et pour S, je vais dire S0. Qu'est-ce que je retrouve aussi dans ce dialogue de paramétrage? C'est chaque sous-composant de mon macro donc, est listé sous forme d'arbre. Donc j'ai ici A01 et LN01. Et si j'ouvre cet arbre, j'ai les variables de sortie de chaque sous-composant de mon macro. Et là, je peux annuler la visibilité de certaines variables comme on a vu dans l'exemple précédent. Donc le macro s'affiche sur cette structure. Donc si j'ouvre dans la calculette mon cas test, je fais compute. Donc il y a aussi la compilation de mon macro, donc le modèle macro 00, macro 01, et ensuite il y a la compilation du modèle principal. Donc si je regarde dans le log, view id log, je vois que d'abord on compile le modèle macro et ensuite on compile le modèle test01. Donc ça c'est la vue calculée de mon modèle. Côté entrée, donc je vais fermer la palette pour quelques instants. Donc côté sortie, on voit l'arbre de variables, on voit les variables du macro sous forme d'arbre. Donc j'ai macro 01, 001, et à l'intérieur j'ai A01 et LN01. Donc ça c'est les sous-composants de mon macro. Si j'ouvre encore, j'aurai le flux, la réluctance, pour la réluctance de l'air, l'énergie coénergie, et pour la réluctance du matériau magnétique, j'ai pareil, flux, énergie coénergie, induction et perte. Voilà. Pour SRC01, ça c'est le modèle, c'est un modèle qui n'est pas inclus dans le macro, c'est un modèle, c'est un composant de mon circuit principal. J'ai SRC01 et j'ai INI. Donc ça, c'est l'utilisation d'un macro.
si vous avez des questions jusqu'à présent. On peut faire des macros de macro? Macro de macro. Si on peut faire, mais si, on peut faire. Donc, ce que tu me demandes, c'est nu modèle. Je vais créer un nouveau modèle de réluctance, macro 02. D'accord. Je mets un mode macro et je fais drag and drop de mon macro 01. Il y a ici plusieurs fonctionnalités de faire de copie. Donc, j'aurais pu faire des copier-coller. Par exemple, je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, etc. Mais je peux aussi faire des propagations des composants. Par exemple, je fais clic droit sur ce composant, je fais propagate, je le pose quelque part. Je choisis combien de fois je veux le propager. Disons que je veux le propager 10 fois. Qu'est-ce qui se passe ici? Juste dedans. Des fois. Je choisis des connexions, je peux aussi définir des connexions entre composants. Donc par exemple, je veux que dans ma propagation, ces deux ports soient connectés. Je fais OK. Et j'aurai 10 fois le composant connecté. Parce que là, la fenêtre, ouais. Voilà. Donc ça c'est utile en général quand on travaille sur des machines magnétiques. Donc oui, concernant ta question, on peut faire des macros de macros. Des macros de macros, des macros de macros. Voilà. Super. Ce que je vous ai pas dit concernant le macro, donc je vais me mettre sur le macro initial. Donc ici on a un onglet qui s'appelle Macro Preview et c'est notamment dans cet onglet qu'on peut paramétrer en fait la vue d'affichage de mon macro. Et quand je parle de la vue d'affichage, c'est en fait ce que vous voyez dans le circuit qui utilise le macro. Donc je me mets sur mon macro et dans Macro Preview, je peux faire un zoom, mais ce zoom là c'est que dans ce preview là. Mais je peux redimensionner, mettre mon macro à une autre échelle en fait. Parce que disons que dans ce circuit, disons que ce macro il est un peu trop grand. C'est-à-dire que je veux que ces composants-là soient dessinés, si vous voulez, cette vue soit dessinée avec un échelle plus petite. Parce que j'ai pas envie de voir autant les composants autant grands. Donc là, j'ai la possibilité de mettre mon macro à l'échelle. À une échelle, voilà. Donc si je me mets à 100% pour voir la vue réelle, mon macro il est comme ça. Donc si je sauvegarde, normalement dans T01, je devais voir mon macro plus petite. Hein. Ouais. Donc ça se propage plutôt bien dès que tu enregistres. Ouais, il va falloir que j'enregistre et voilà, continuer à travailler. Et dans ce macro preview, on a plusieurs, donc ça c'est le white box display, c'est le mode white box, c'est-à-dire que je vois à l'intérieur de mon macro, d'accord. Et on a aussi black box display, donc par exemple dans le cas d'un macro où je veux pas forcément voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de mon macro, donc si je me mets dans black box,
Là, apparemment, il y a un problème. Ah. Bon, il y a un problème avec... Ah, non. Il y a un problème avec... Ah, ok. Donc ça, c'est le black box. Disons que j'ai besoin de voir que mes deux ports, et c'est tout, sans voir les composants qui sont à l'intérieur. D'accord? Donc j'ai aussi cette option. Donc si je sauvegarde ce modèle-là, c'est ça que je verrai dans mon circuit. Mais en général, les gens préfèrent... et dans Blackbox Display, on a la possibilité de rendre les ports, de pouvoir modifier la position de port et pouvoir redimensionner le macro à l'utilisation. Donc, je fais les ports mouvables et le macro, je le fais redimensionnable. Donc, je sauvegarde. Enfin, je sauvegarde ça. Je sauvegarde. Et dans mon circuit T01, je peux aller déplacer mes ports. Hein, pour rendre plus visible, pour rendre mieux le circuit, je veux dire la boucle de mon circuit. Et je peux bien évidemment, si je veux, redimensionner mon macro. Hein. Mais la condition pour que celui-là soit redimensionnable, c'est que cette case-là soit cochée. Bon. Bon, si vous avez d'autres questions. À l'intérieur des macros, tu mets une valeur sur l'inductance ou sur je sais pas quoi, et puis tu le caches aussi. À quel endroit en fait? Dans le macro. Oui. Au moment de la création du macro. Ah, d'accord. Donc je me mets dans le macro, je me mets sur l'onglet circuit et par exemple au niveau de cette réluctance, ouais, Tu mets que je fais. c'est S, je sais pas quoi, ou des S. Tu fixes la valeur. Oui, je fixe la valeur. Donc si je fixe la valeur et que A01.L, d'accord, donc .L égale 10, j'aurai plus de L à paramétrer dans mon circuit qui utilise le macro. Donc je fais OK, je sauvegarde mon macro. Et dans T01, si je viens sur mon macro, il me semble qu'il reste un L dans l'autre composant. Et les deux comme ça. Il reste un L ici, donc je mets 10. OK. Donc je sauvegarde mon composant. Et dans T001, normalement, je ne devrais plus avoir de L à paramétrer. Parce que j'ai fixé le paramètre longueur de chaque composant de mon macro, je l'ai fixé à 10. Donc, et ce paramètre, il est hidden. Bon, il est fixé à 10. Donc, je ne peux plus changer cette valeur imposée par le créateur du macro. Voilà. D'autres questions? Il y a d'autres questions? Ouais. Alors, c'est plutôt sur l'utilisation du modèle. Moi, quelque chose qui m'intéresserait pas mal, c'est d'appeler vectoriellement un modèle et le tool. Et alors, je ne sais pas si ça, c'est faisable ou pas. Dans la version que j'ai, c'est pas faisable. Je ne sais pas si maintenant, il y a des choses
quand vous dites vectoriellement, c'est-à-dire que dans la calculette, Par exemple, je sais pas, vous devez préciser, soit dans la calculette, soit par exemple dans MATLAB, hein, disons, plusieurs jeux de valeurs I0, L0, mu0, N0, S0. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire par un modèle pour appeler. et obtenir les 100 résultats. Au lieu de D'accord, non, c'est. modèle. Non, non, c'est pas possible aujourd'hui, ça dans les modèles de CADES. Parce que c'est pas un problème ReLookTool, ça c'est valable pour tous les modèles de CADES. Parce que si vous voulez, le code de chaque modèle qu'on a dans un projet, c'est un code qui est pratiquement le même hein, comme structure. Donc aujourd'hui, aucun modèle de CADES ne peut pas s'appeler de cette façon vectorielle. Mais Petra, il y a peut-être une solution. Maintenant, je crois qu'on peut mettre des modèles MUSE dans un fichier C++. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible d'appeler le modèle MUSE du ReLookTool avec une boucle for dans un fichier C++? Mais c'est pas vectoriel. Ce ne sera pas vectoriel, mais ça peut l'arranger. D'accord, je comprends ce que tu veux dire, Mylène. C'est que, par exemple, Non, mais en fait, je te... d'accord. le truc. D'accord, je comprends ce qu'elle veut dire, Mylène. Elle veut encapsuler encore une fois ce modèle-là dans un modèle C. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais, Et le rendre vectoriel. mais en cas particulier, c'est pas vectorisé, c'est peut-être vectorisé, mais c'est surtout parallélisé qu'il souhaite. Ah non, il n'a pas posé. Je crois pas. J'ai pas compris comme ça la question. Vous voulez donc. Il n'a pas posé comme ça, mais j'imagine que c'est pour paralléliser le calcul. Ah, pour paralyser le calcul. Ah, d'accord. Ah, ah. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, c'est pas pour Vec. C'est pour toi? Oui. Non, tu paralyses pas. Enfin, c'était pour faire un seul appel avec un vecteur plutôt que X appel avec à chaque fois une variable, une valeur. D'accord. C'est pour faire une... Donc c'est vraiment pour vectoriser, Oui, éventuellement. Mais tu pourrais vectorialiser, mais effectivement, tu as raison, ça pourrait être Après, parce que je veux vectorialisé. dire, l'objectif serait d'abord... C'est pour faire ta table de machin? Oui, ouais. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, tu te rends compte que d'un point de vue initialisation, mais ça, c'est pas prévu dans ReLookTool, il faut enchaîner les trucs, ça serait bien d'enchaîner en S les calculs. Enfin, je m'explique, mais tu as une table à calculer et bénéficier du premier calcul pour réinitialiser le suivant, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Ça. C'est autre chose, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème qui permettrait de gagner en temps de calcul, par contre. Il faut effectivement tout paralléliser et là, tu gagnes aussi. Clairement. Donc pour que les calculs soient bon, je donne une information d'ordre technique. Pour que les calculs soient vectorialisables, il faut qu'on modifie l'API MUSE. La quoi? l'API MUSE. Ah, l'API MUSE. Ah oui, c'est bon. Tout de suite, oui. Je ne pas penser en plus de la thèse d'abord. Et en fait, moi, j'adore cette composition graphique que tu as fait en ReLookTool. Est-ce que tu penses, du coup, c'est faisable aussi avec les modèles classiques quand on connaît C'est-à-dire classique, c'est-à-dire pas des modèles du tout reluctants, hein, je fais des modèles SML pour notre application, et de les composer de manière graphique, comme tu le fais dans ReLookTool avec des macro-modèles, etc. C'est déjà faisable ou pas? Ben oui, oui, et ça c'est depuis longtemps qu'on pouvait faire cette composition, la composition. Donc laisse-moi faire la démo, new model. Tu veux new model SML modèle. Donc tu crées un modèle simple ici. SML et ensuite tu peux créer une composition.
Donc, General Composition. Et là, tu veux utiliser SML Model, non? C'est ça? Mais ah oui, non, du coup, c'était pour savoir si en ayant retouché au graphisme de composition par le tool, tu l'avais fait aussi pour... Oui, mais qu'est-ce que tu veux illustrer en fait à l'intérieur de cette boîte? Parce que Tu peux pas trop... tu as une équation. Non, je suis pas sûre que ce soit pertinent, mais déjà de pouvoir mettre les entrées à gauche et les sorties à droite, par exemple. Oui, mais ça, c'est fait comme ça, oui. Tu vois, les entrées sont à gauche, les sorties à droite. Ah, c'est déjà ça. T'as eu les flèches? Ah oui, ça a changé. Voilà. Faut être observatrice. La seule fonctionnalité qui peut peut-être, qu'on peut éventuellement rajouter à ce niveau-là, c'est de pouvoir acheter une image. Bon, je suis pas sûre que ce soit pertinent. Mais pas plus que ça, parce que ton modèle contient une équation. Donc, tu n'as pas une image prédéfinie à afficher ici, à mettre ici. Je veux dire, une image par défaut. Mais déjà, c'est... Par contre, dans tout ce qui est circuit, on a l'image du circuit. Et donc, ça c'est utile de l'avoir en fait dans les macros.